à toutes et à tous, bienvenue au théâtre chez Cabotin Damien. Donc on est très heureux nous d'accueillir du coup cette conférence organisée par l'Agence régionale de la langue picarde ainsi que la Société des antiquaires de Picardie. Voilà, on est très heureux de vous accueillir cet après-midi pour cette conférence du coup dirigée par Monique Crampon sur le grand-mère à Poussière. Je vous souhaite un très bon après-midi et puis une très bonne conférence. À bientôt. Alors, l'Agence régionale vous souhaite la bienvenue. Donc, c'est toujours dans le cadre du partenariat avec la Société des antiquaires. Donc, je remercie la présidente de la Société des antiquaires, donc de l'Agence régionale de la langue picarde, donc le directeur, donc Olivier, les membres du CA, Pascal qui est présent. Après, je tenais à remercier l'équipe du Théâtre des Cabotans, donc Christophe, son directeur, son président, sa directrice Charlène, Monique Crampon, voilà, donc que nous avons hâte d'écouter, vraiment. Et puis le titre de la conférence, donc, mais je vais vous épargner, je ne vais pas vous la chanter. Peut-être que Monique se lancera peut-être pour la chanter, peut-être. Par bribes. Ah bah ouais. Sinon, peut-être Laurence, si tu as envie de chanter, non? Enfin, c'est une chanson d'Ormoire ou une berceuse, donc après on ne va pas vous endormir tout ça. Non, non, pas encore. Donc voilà, je vous dis bon après-midi et puis on a hâte d'écouter la musique. Bien, Thibault. Alors, juste avant de commencer, je voulais vous présenter... vous m'entendez? Oui. Donc, une nouveauté de l'agence, on avait sorti en 2020 un dictionnaire fondamental du picard. Et depuis 2 semaines environ, nous avons la suite de ce dictionnaire. Il comprenait 1000 mots français avec leur traduction en picard. On a un nouveau dictionnaire qui en comprend 5000, donc c'est un dictionnaire pratique et phraséologique du picard, qui est une grosse avancée dans la possibilité de traduire en picard et de l'enseigner. Ce n'est pas un dictionnaire localisé, c'est-à-dire que ce n'est pas du picard d'Amiens, du Vimeux, du Nord, c'est un dictionnaire de picard qui reprend l'ensemble des variétés de picard qui existent aujourd'hui. Voilà, donc j'en ai ramené quelques exemplaires qui sont posés là-bas. Si après la conférence vous voulez les consulter, je me tiens à votre disposition. Et nous avons également, je fais comment on dit, une réunion commerciale, une réunion Tupperware. On a un petit guide de picard également pour les enfants que j'ai ramené, que l'agence a traduit. Nous n'avons pas édité, mais que nous avons traduit dans une collection de guides de conversation en langues étrangères et régionales pour les enfants. Donc je mettrai tout ça là-bas sur le côté. Voilà. Et maintenant à Monique. Bon, alors bonjour à tous et merci au Théâtre des Cabotans de nous accueillir ici pour évoquer notre héros du jour, qui n'est pas moi bien sûr, qui est Édouard David. Aujourd'hui donc, après Olivier Angelard, qui nous a présenté en mars dernier le Petit Quinquin, je vous parlerai de la berceuse de David, V'là grand-mère à Poussière. Vous savez que la berceuse lilloise, composée par Alexandre Desrousseaux, est devenue un symbole, un style de vie, qu'on pourrait illustrer en citant 2 films relativement récents, Petit Quinquin de Bruno Dumont et Les Ch'tis avec Danny Boone. Dans les 2 cas, on observe la même gouaille, la même tendresse qui suscite un enthousiasme vraiment populaire. Mais ne pouvons-nous pas observer en amont un autre héritage? Autrement dit, le Petit Quinquin n'aurait-il pas servi autrefois de modèle à un type particulier de berceuse en patois ou berchoire? Effectivement, 50 ans environ après le célèbre Lillois, notre chantamiennois Édouard David a affirmé avoir écrit sa berceuse dans le sillage de Desrousseaux qu'il admirait pour son Petit Quinquin. Édouard David a fait l'éloge de la Canchon d'Ormoire d'Alexandre Desrousseaux dans son discours de réception à l'Académie d'Amiens le 27 janvier 1899. Je le cite. « La muse picarde pénètre chaque soir, toujours gaie, toujours souriante. Elle réchauffe et ensoleille les jeunes petits cœurs avec les refrains aimés du Petit Quinquin de notre regretté Desrousseaux. Dors, un petit quinquin, un petit bouchin, un gros rogin. Tu me frôles du chagrin, si tu ne dors pas demain. » C'est donc sur les traces du Petit Quinquin que David compose à son tour une berceuse, nommée plutôt Canchon berchoire, que nous connaissons sous le titre V'là grand-mère à Poussière. Alors ici, je précise quelque chose. C'est au singulier, Poussière est au singulier, comme vous le voyez par exemple dans
dans la partition qui va apparaître tout à l'heure, c'est au singulier. Bon, malencontreusement, il y a eu quelquefois, on trouve le pluriel, mais je pense savoir pourquoi. C'est parce qu'il y a une sorte d'amalgame avec l'expression que j'ai moi-même découverte en arrivant à Amiens il y a bien longtemps, à savoir faire les poussières, qu'on ne disait pas du tout dans ma ville d'Orléans. Alors, donc, c'est bien poussière au singulier, la poussière comme le sable. Et donc, c'est la projection numéro 1, bon. Et la partition elle-même, j'en parlais, que j'ai extraite de la revue, une revue très intéressante qui s'appelle Picardie, de janvier 1944, pages 9 et 10. Voilà. Je me propose donc d'étudier aujourd'hui le rapport entre les deux berceuses, en esquissant ressemblances et différences, mais sans prétendre porter un jugement de valeur historique ou littéraire. Il faut bien avouer qu'au final, le petit Quinquin a une notoriété bien plus grande que Vlogormer. En effet, le petit Quinquin figure en bonne place dans les ouvrages spécialisés dans la chanson populaire, ainsi dans le livre de Jacques Chaillet au PUF de 1942. Il nous faut donc d'abord comparer les trajectoires des deux créateurs, puis étudier plus en détail le texte de David, pour découvrir que cette berceuse a une résonance particulière dans l'œuvre David, qui a composé aussi d'autres berceuses, et les parodies de berceuses, comme nous verrons, beaucoup plus riches. Donc je vous rappelle, alors là je vais sur les présidents, que Alexandre Desrousseaux naquit à Lille, tout le monde n'était pas à la conférence, il y a 2 mois, à Lille en 1820, dans une famille pauvre, d'un père ouvrier dans le textile, mais qui jouait du violon, et qui exigea que l'employeur de son fils lui assurât un minimum d'instruction. Le jeune Alexandre est en effet bientôt employé au Mont-de-Piété à Lille, ça a un rôle dans la chanson, même comme il vous l'a montré, mais repéré pour sa sensibilité musicale et ses talents de chansonnier, il devient fonctionnaire, travaillant dans les bureaux de l'octroi, à Lille bien sûr. Il ne cesse alors de composer textes et musique, de très nombreuses pasquilles. Alors là, justement, on s'était interrogé la fois dernière sur l'origine de pasquille, et j'ai recherché le point de départ de ce terme-là. D'où vient le mot pasquille, pasquinade, etc. Ça vient de Pasquino, qui était une statue antique à Rome, au Moyen-Âge, donc sur laquelle on écrivait à Rome des railleries, d'où le terme de pasquinade ou pasquille, donc morceau satirique, moqueur. Alors, le petit Quinquin est une de ces pasquilles qui sont très très nombreuses, il y en a un recueil de 300, 400, et il chante lui-même cette pasquille avec un grand succès, on sait où, à la ville d'Ostende, et c'est la première fois qu'il l'a chantée, donc c'est le 13 novembre 1853. Si bien qu'il devient un bourgeois, là je vais vite, et change de demeure, quittant le quartier Saint-Sauveur, où il situe la plupart de ses scénettes. Tout cela est bien documenté, notamment grâce à l'historien Pierre Perrard et à sa thèse magistrale « La vie ouvrière à Lille sous le Second Empire ». C'est exactement la même évolution de carrière que nous observons pour Édouard David. Il naît en 1863, donc 10 ans après la chanson donc à la ville d'Ostende, et il naît donc dans le quartier Saint-Leu, précisément au 74 de la rue de la Barrette. Une partie de cette rue existe encore, je pense que vous connaissez l'endroit, mais dans un triste état. Certaines maisons, paraît-il, étayées, auraient été vendues aux enchères l'année dernière. Voilà. Sur sa maison natale, qui elle n'existe plus, bon, elle existait avant-guerre, le maire, Gaston Chantrieux, avait fait un discours. Bon, alors le père travaille aussi dans le textile, mais la mère, avec ses 10 enfants, est au foyer. L'enfant, qui est le dernier des 10, là, connaît une vie frugale, mais heureuse auprès de sa mère, qui est une fameuse conteuse en picard, bien sûr, comme l'a noté Pierre Garnier dans sa monographie. Mais poursuivons le parallèle entre Desrousseaux et David. Le jeune David, après avoir travaillé à mi-temps dans un tissage, entre ensuite dans une serrurerie, mais passe ensuite dans une imprimerie, où il devient bientôt typographe. À 36 ans, il passe avec succès le concours d'entrée à la préfecture et gravit tous les échelons, devenant chef de bureau dans le service de l'assistance publique. Donc vous le voyez, son statut social se modifie, et nous le voyons alors changer de quartier et s'installer à Saint-Acheul, rue Enguerrand précisément, où il mourra. Et il sera enterré aussi au cimetière Saint-Acheul ancien. Mais il continue à chanter les humbles de son quartier natal,
C'est alors qu'il entre à l'Académie des sciences, lettres et arts d'Amiens et fait son discours de réception dont je vous ai lu un passage tout à l'heure. Si je reviens à cette réception, c'est que l'académicien qui a prononcé le discours-réponse, ça c'est l'usage, le discours de celui qui entre, et un autre, plus âgé, plus ancien dans la fonction, lui fait une réponse. Et celui qui fait le discours-réponse, c'est Octave Torel, un fin pécardisant lui aussi. Et il a mentionné justement dans son discours notre canchon berchoir, et je lui laisse la parole. Non. C'est à peu près au milieu de la page, je crois. Un soir, je vous ai vu, corrigeant des épreuves, poussant du pied le berceau de Spuretud chez Mioch, à qui vous promettiez, s'il dormait, de lui accater tout plein de toutes sortes de jouets. Vous fredonniez, grand-mère à poussière, croyez-moi, le moyen est dangereux, car si jamais nous vous entendions, nous pourrions bien, avec Bulot et Sérassin, vous accompagner. Oh alors la belle nuit blanche, vous pourriez méditer et regretter ce vers qui est de vous, plus qu'au lait de monde à Chanfranc, plus que chez Vieux. Donc ça c'est la page donc, 86 du tome des mémoires dont je vous ai donné, je pense, la première page, mémoire de l'Académie. Cette citation de Torel nous amène à constater un élément important qui est une différence avec le petit Quinquin. Alors que Desrousseaux a écrit les paroles, composé la musique et interprété la chanson, David, qui avait pourtant une belle voix quand il était enfant de chœur, est il est l'auteur des paroles, et donc la musique est composée par Bulot. Torel cite deux noms, celui de Bulot, le compositeur, et celui de Sérassin, Claudius Sérassin. Alors le compositeur Paul Bulot, peu connu aujourd'hui, Claudius Sérassin l'est davantage parce qu'il a une rue auprès de la gare, c'est la rue des Aubaines. Bon. Donc nous savons aussi qu'à l'époque, Sérassin était membre ou directeur, je ne sais pas, de la Libre Pensée, et bien sûr, membre des Rosati Picard. Ça, c'est capital. Il faudra regarder de plus près cette collaboration entre le poète et le musicien, et se demander aussi quels sont les divers interprètes qui se sont succédés pour chanter la berceuse. Bon, on aura peut-être tout à l'heure Datier, et puis donc on a quelqu'un dans la salle aussi qui pourrait chanter. Bon, mais considérons d'abord les paroles de notre chanson, sa structure et le contexte familial et social dans lequel elle a été composée. Donc, cette partition, qui est projetée, et le poème est le premier du recueil Vieille rêverie, qui est dans un état abominable, il n'y a plus de couverture. Vieille rêverie mérite doublement son nom, Vieille rêverie. Bon. Et donc, Vieille rêverie, mais ce poème, ce recueil Vieille rêverie, est de 1920. En réalité, la chanson a été connue bien avant, comme l'atteste la photo de la partition de 1895. Voilà. Mais David a tenu à lui donner la première place dans son recueil de Vieille rêverie de 1920. C'est donc en quelque sorte qu'il lui attribue un rôle programmatique. Et rappelez-vous, Torel y faisait déjà allusion en décembre 1999 quand il répondait au discours de David. Par ailleurs, un journal, assez peu connu, daté du 30 mai 1897 et qui s'appelle Le Rappel Picard, montre au recto David pensant à sa berceuse, non loin d'un groupe de marionnettes, et au verso on lit, sous la plume d'un nommé Picardas, c'est sans doute un pseudonyme. Voilà. Allez voir ce qu'on lit au verso. Espérons que ce piocheur, c'est David, ne s'arrêtera pas en si bon chemin, et que sa grand-mère à poussière, qui l'inspire sur notre dessin, n'endormira pas de sitôt sa muse, malgré la délicieuse berceuse de Bulot. Donc vous voyez la célébrité de la chanson à l'époque. Plus tard, donc là on passe 40 ans presque, dans le journal d'Amiens de 1935, on évoque la berceuse pour chant et piano, V'là grand-mère à poussière, poésie d'Édouard David, musique de Paul Bulot, pianiste distingué, Paul Bulot, qui fut jadis, alors on en sait un peu plus, directeur de l'harmonie municipale d'Amiens. Cette canchon berchoir, dit l'article du journal, là, composée en 1895 et chantée pour la première fois au cirque municipal, à l'occasion d'une fête des écoles, c'est un élément très important, par le regretté Marius Sérassin, qui, à chaque audition qu'il donnait de cette berceuse, remportait un véritable triomphe. Aussi, le souvenir en est-il resté vivace dans le cœur de tous les Amiénois. Mais revenons aux paroles mêmes de notre berchoir.
Cette berchoire, elle est plus courte que le petit quinquin, qui a plus de couplets. Combien a-t-il? Je ne sais plus, il y en a presque 10. Hein. Oui, oui c'est ça. Là, on a simplement 4 couplets et un refrain, elle est plus courte. Alors, parlons d'abord du refrain. Ce refrain, le grand-mère, ne s'adresse pas d'emblée au nourrisson, comme dans le petit quinquin, on s'adresse à l'enfant, au marmot, mais il fait advenir un personnage étrange grâce à l'interjection v'là qui fait naturellement penser au début de tout spectacle marionnettique qui se respecte, du moins un mien, et qui est précisément v'là polichinelle que v'là. Mais l'arrivée ici n'est pas tonitruante, plutôt étrange, avec ses sonorités liquides, R, L, et nasales, en, on. La vieille femme ici évoquée relève ses jupes, 5 autrons, secoue son tablier, enfin ses jupes ou tablier, 5 autrons, elle fait les poussières, c'est-à-dire le ménage, mais c'est aussi, bien sûr, une résurgence de Morphée qui, selon une ancienne tradition, agitait ses fleurs de pavot pour endormir les gens. Et la maman évoque alors sa propre position, pendant que je veille sur ta caveille, pendant que je veille sur toi, sur ton oreiller. Enfin arrivent les syllabes attendues, fouet dodo, macho moucron, fouet dodo. Formule agrémentée par la charmante appellation animalière, mon petit moucheron, très fréquente en picard. Mais surtout, formule attendue, propre aux berceuses populaires, avec la répétition de la syllabe do, sans doute tirée du verbe dormir, et dont la réitération doit aider à l'endormissement. Le ton est donc donné avec le refrain, très apaisé, ou plutôt apaisant, sous la double protection de la grand-mère et de la mère. Passons au premier couplet. Alors, il offre d'abord une surprise parce qu'il ne s'adresse plus à l'enfant, mais au public, en une sorte d'aparté. C'est un clin d'œil à l'assistance, assez amusant, parce qu'on croirait entendre un parent d'aujourd'hui qui déplore le comportement de sa progéniture avec des expressions étonnamment modernes, donc universelles. Il faudrait leur sédier surtout. Cette digression correspond à une tendance de David qui ne peut résister à l'envie de faire participer son public. Et nous savons qu'il a réussi cette mise à distance d'une façon particulièrement heureuse dans une autre berceuse que je voudrais vous faire connaître, qui s'appelle Nanette Aspoupée, toujours dans Vieillerie. Alors voilà ce que nous avons. Nanette veut endormir sa poupée. Elle lui dit, Osette, un vilain crianche, longtemps je vous ai foué crédit, mais puisque vous mettez me pacheter en chabou, mademoiselle Didi, j'ai le cœur sourd à vos prières. Brouillon, toutouille et sans soin, chez les enfants pénibles non plus de mère, vite, muchez-vous dans vos coins. Et alors le refrain arrive, et là on voit bien la parodie, et v'là que ma Nanette, qui joue à l'mérette, qui joue à la maman, tout chaque soir à Vuscanchon, un d'or est poupée de moucron. Voilà. Donc après, elle l'emmène à l'école, etc. Bon, alors c'est assez amusant. Après avoir évoqué cette spirituelle berceuse au second degré, puisque parodique, revenons à notre grand-mère à poussière. La fin du premier couplet revient au marmot lui-même, avec des appellations très affectueuses, des gestes de tendresse, croquets de Béziers, et bientôt une rupture de ton qui vient casser les beaux sentiments et leur expression. Alors les termes sont réalistes à souhait et ne demandent pas de traduction, tel que je suis bien c'est, puis le pencher de plan, alors il faut dormir. Mais l'imagination de la mère suscite l'arrivée d'un nouvel élément, comme la grand-mère à laquelle on ne s'attendait pas. C'est un groupe de femmes, ou plutôt de femelles, à savoir les glognes, les poules. C'est en effet une formule très courante, aujourd'hui comme hier, que l'expression « se coucher comme les poules ». Mais soyons précis, jouquer ne signifie pas te coucher, mais te jucher, c'est-à-dire se poser en haut de l'échelle, ce que font le soir les poules pour dormir. Par ailleurs, il a été remarqué que l'imagination des mamans a parfois brodé sur le thème de la poule, à preuve l'hypocoristique « mon poulot », ou encore en jouant avec les sonorités « la poulette grise pond dans l'armise ou dans l'église »,« la poulette jaune dans la geôle », etc. Dans d'autres versets qui ne sont pas celles de David. Là. Donc c'est une réalité bien rustique que celle des poules, mais absolument pas déplacée dans le quartier de la Barrette, où poules et lapins, il y avait aussi des pigeons, poules et coulons, pouvaient cohabiter avec les familles populaires. Donc là vient agrémenter la fin du couplet et elle reviendra pour les 3 suivants. La fin du refrain plutôt. Avec le deuxième couplet, le ton devient plus flatteur et plus injonctif. Tu serais rêtu. Alors voilà un adjectif capital chez Édouard David, c'est-à-dire mignon.
C'est un adjectif le plus couramment employé dans le vocabulaire de l'enfance, d'autant qu'il rime parfois avec Jésus. Tu serais vêtu si tu te calmais. La mère se livre alors à un charmant chantage. Si tu dormais, je pourrais raccommoder les pantalons de ton père, réimpiéter chez Cochet de ton père. Et elle suggère une complicité familiale idyllique qui doit sécuriser l'enfant lorsqu'elle précise « T'un père qu'aime tant un moment ». S'ajoute à cette proposition une réalité plus tangible, la sucette que l'enfant mordillait déjà hier comme aujourd'hui. Mais devant l'insuccès des premières tentatives, il faut redoubler de termes affectueux, tirés du même registre, mi-sérieux, mi-scatologique, crotelette, même poulot, même chorange, assortis d'une supplication pressante, destinée à faire réfléchir s'il en était capable, le nourrisson. La délicatesse de la demande, ne faut point oublier d'un tédro, contraste avec le réalisme de la situation qui est le manque de linge de rechange à cause de la précarité de la famille. Mais ce noble raisonnement fait long feu, et pour le dernier couplet, la mère doit en revenir aux valeurs sûres, la promesse de nombreux jouets et de friandises. Rappelez-vous, c'est cette phrase que Thorel avait citée dans son discours, et par ailleurs, nous savons aussi que le petit Édouard adorait la mélasse. Et donc, il y a un couplet sur la mélasse, dans un poème. Et il y a eu aussi à l'époque des cartes postales éditées. Donc là, il y a un très beau portrait de David avec donc la reproduction du début de la chanson de la mélasse. Bon, alors je vous dis, c'était intéressant. Quand j'étais tcho, tout tcho moucron, si tcho qu'un chabot fume couchette, qu'un sabot fume à couchette, dès que j'ai eu le dégoût de ma biberon, savez-vous ce qui me m'étoile faite? J'en ai toué ni le vieux sarreau blanc, ni mère papillotant filas, rien n'a mis toué, matcheur d'enfant, comme elle boine tartine de mielas. Voilà. Donc, ce qui a été rebrûlé, qui apparemment avait du succès, puisqu'on avait fait ces cartes postales. Donc, si on reprend systématiquement la comparaison avec le petit quinquin, on observera que certains ingrédients sont préservés, notamment la mention de la précarité du petit ménage et les promesses en jouets et friandises. Mais le spectacle promis au gamin n'est pas utilisé par David, alors qu'il était très intéressant, puisque la mère, dans le petit quinquin, s'amusait à dire qu'elle allait faire un spectacle, il y aura un spectacle dans le spectacle, alors voilà. Mais ce spectacle-là, il n'intervient pas. Il n'est pas utilisé par David, mais il le fera dans une autre berceuse qu'on va découvrir tout à l'heure. Et surtout, sa berchoire, celle de David, ne comporte pas de menaces, comme c'est le cas chez Desrousseaux, avec la mention du baudet avec son martinet, qui s'oppose aux figures bénéfiques du petit Jésus et de Saint Nicolas. De plus, l'enfant est moins individualisé chez David, puisqu'il n'a pas de prénom, tandis que Desrousseaux a baptisé son marmot Narcisse. Enfin, le travail de la mère est plus caractérisant chez Desrousseaux, puisqu'on mentionne son coussin de dentelière, alors que la mère, ici, ne fait que repriser les pantalons du père. Mais si David, dans sa berchoire de 95, a mis en avant la figure de la grand-mère, il ne se prive pas d'utiliser, 5 ans après, donc 1900, dans une autre berceuse, le personnage traditionnel du vilain bonhomme ou du père Fouettard, qui intervenait, vous savez, chez Desrousseaux. En effet, son beau recueil Les Ortillonnages présente au chant 8 une magnifique canchon-berchoire qui place la scène familiale au sein d'une nature verdoyante où les oiseaux peuvent jouer un rôle. Bon, alors là, je vous ai fait reproduire la couverture de cette édition relativement récente, donc qui présente à la fois ce poème et puis chez Lazare un recueil de poèmes. Bon. Donc vous avez au chant 8 l'évocation de ce qui se passe dans les ortillonnages et en particulier la jeune maman qui endort son enfant, mais ils sont dehors et là il y a un moucron, etc. Alors, canchon berchoir, une partie. Fouet dodo, noisieux, fouet dodo, monsieur qui dans un grand sac infourne chez enfant brieux, tout là-bas, vite, décatourne par chez aux yeux. B. Qui vient, je vilain pépère, et plus loin. Un vrai point, tu sais, originel, mot queuché, ces fameux, il m'a chaussé de ces fameux sabots, H monsieur, je veux casser une aile. Et plus loin même, il va faire intervenir la fleur. Donc vous voyez, là on retrouve cette animation qu'on trouvait vraiment excellente dans le petit quinquin, mais il l'a utilisée ici. Et ce que je voulais montrer aussi, c'est qu'il y a des illustrations qui n'ont pas été toutes reprises évidemment dans l'édition moderne,
mais qui sont pour certaines très belles. Et là, justement, il y a une jeune femme qui est montrée dans les ortillonnages. On l'a, oui, c'est ça, voilà. Donc, vous voyez, et c'est dû à Jean de Franqueville. Et Jean de Franqueville, vraiment, est un très bon peintre, très bon dessinateur. Et c'est lui aussi en particulier qui a fait toutes les illustrations des sonnets picards, et notamment la Vierge dorée, qu'on va voir tout à l'heure. Donc, la figure de la grand-mère, voilà. Alors doit-on dire que V'là grand-mère n'est qu'un pâle reflet du petit quinquin? Je dirais plutôt que V'là grand-mère, de David, se caractérise par un côté féminin, conféré par les sonorités aussi bien que par le rythme musical. Alors que la berceuse de Desrousseaux est plus virile, voire les postures énergiques de la mère, quand elle imagine qu'elle va rouler Jacques, etc. La grand-mère, c'est sûr, ne joue aucun rôle dans le petit quinquin. Est-ce à dire que Desrousseaux ne connaissait pas le personnage? Je l'ai d'abord pensé, mais j'ai vite trouvé, grâce aux travaux de Pierrat, que le chansonnier lillois connaissait un personnage qu'il nomme grand-mère à poussière, oui, non, plus anciennement, il existe, et qui accompagne le croque-mitaine de la légende, qui a un martinet dans la chanson, avec lequel il endormira le nourrisson. Donc on trouve les mêmes éléments quand même, qui sont développés différemment. Il faut donc affirmer que David n'a pas inventé le personnage de la grand-mère, personnage qu'évoque aussi Gaston Vasseur, que vous connaissez tous, dans son dictionnaire des parlers picards du Vimeux, et qu'il nomme grand-mère à Porrette. Porrette, c'est la petite poussière. Qu'il définit ainsi, Vasseur, personnage imaginaire qui jette de la poudre aux yeux des enfants pour les endormir. Donc ce dictionnaire est de 1963. Donc 2 points sont désormais sûrs. David a développé le rôle de la grand-mère, et 2e point, ce personnage n'est pas du tout maléfique, mais mystérieux. Et, au risque de vous sembler moi-même soporifique, je pense qu'il est intéressant de relier ces 2 points à l'ensemble de son œuvre, marquée par sa prédilection pour l'élément féminin, et particulièrement pour les héroïnes inquiétantes, qu'on admire d'abord et qu'on redoute ensuite. Il est facile de le démontrer en étudiant son poème de Marie Chrétienne. Je me contente ici de vous lire la phrase qui figure dans le dépliant publicitaire, il y en avait déjà à l'époque, avec le bulletin de souscription, à côté d'un dessin dû à Gustave Riquet. Alors voilà comment on définit Marie Chrétienne, comment on la présente aux acheteurs éventuels. Avec une rare délicatesse, Édouard David a ressuscité ce croque-mitaine dont le nom seul faisait pleurer les marmots, en l'humanisant, en le confondant avec une créature grotesque et touchante, que la crédulité populaire transforma en un être fantomatique, planant autour du clocher de Saint-Louis. Alors, il nous reste à considérer 2 points. L'apothéose de la grand-mère, dans V'là grand-mère, et la fortune, le devenir de notre perchoir. Le premier point, donc le rôle de la grand-mère, passe par la résolution d'une énigme, du moins pour moi. En effet, là il y a une sorte de... il y a une recherche à faire. Hein. J'ai eu l'impression que le jeune Édouard était proche de sa propre grand-mère maternelle, qui, comme sa mère, aurait parlé admirablement le picard et ignorait le français. Regardons les témoignages des contemporains ou de ses biographes. Son contemporain, camarade d'école, un certain Victor Marcoux, qui écrivait dans un petit journal de l'Oise, et qui avait pris comme pseudonyme Nénès Joligat, c'est charmant, n'a jamais soufflé mot de la grand-mère, de même que Pierre Garnier, qui cite d'ailleurs le dit Nénès dans sa monographie de 1969. Mais René Normand, qui a bien connu et apprécié David, qui était plus âgé que lui un peu, 30 ans à peu près, affirme à plusieurs reprises, dans un reportage publié dans un journal des années 30, que David vivait auprès de sa mère et de sa grand-mère. Voilà. Donc, sur le fragment présenté, on peut voir, ligne 11, etc., et ligne 11 du second, que le journaliste cite la grand-mère. Mais, dans un autre document, sans doute plus fiable, pourquoi? À savoir son propre discours de René Normand, de réception à l'Académie d'Amiens, là, il était relu, il avait fait les vérifications, on ne trouve aucune mention de la grand-mère. C'est le discours, on lit dans nos mémoires, du 17 mars 1933 et publié dans le tome 71 des années 33 et 35. Voilà. Que faut-il en conclure? Probablement que René Normand ne s'était pas assez documenté sur ce sujet quand il en a traité la première fois, étant alors victime d'une sorte de mirage.
Nous admettrons donc que la grand-mère de David ne vivait pas rue de la Barrette. D'ailleurs, vous avez fait la recherche et il n'y avait pas de traces de grand-mère, donc voilà, dans l'état civil. Mais vous pourriez vous demander, est-ce que David lui-même mentionnait sa grand-mère quand il évoquait sa jeunesse dans mes souvenirs d'enfance? Alors, ces souvenirs d'enfance, c'est surtout, il y a des choses qui ne sont pas publiées, mais il y a aussi une revue très importante qui s'appelle la Revue Septentrionale, qui contient là, justement, des petits textes de David. Alors, c'est en français, et là, il évoque vraiment son histoire. Et donc, voilà ce qu'il dit dans cette Revue Septentrionale, dans ses souvenirs très émouvants. Il n'est pas du tout question de sa grand-mère, mais il n'est question que de la mère. Ainsi, dans le charmant passage intitulé « Les petits mois de Marie », toujours dans la Revue Septentrionale. Mais regardons de plus près comment il évoque précisément sa mère. Il en souligne la disgrâce physique, pour une raison qu'il ne précise pas. Et il avoue chercher à retrouver sa mère derrière la beauté idéale de la Vierge dorée, auprès de laquelle il passe tous les jours quand il va servir la messe à la cathédrale. Je cite. « Or, cette beauté, cette jeunesse que je n'entrevoyais dans les traits vieillis de ma mère qu'à travers le prisme de l'illusion, mon âme d'enfant allait les chercher, les trouver dans celle de la bonne dame. » Et donc vous avez toujours une carte postale avec la Vierge dorée et le sonnet. Alors, donc le premier, c'est le premier tercet, il faut absolument lire. Les deux quatrains et le premier tercet. Tenant sus poitrogne, ai-je bel enfant Jésus, Vierge dorée, douche vierge al bouc rioire, poularlzé, poine mère amie de loire, lydie des contes, tous plus vieux, pur et piretu. Heureux, schmoucron, ces jolis bros tendus, veut fouer à bac, pour mère, lui dit square, qu'est histoire, comme 50, comme ce qu'on al fouer, et devant que je veux, vient chiffrer ses yeux. Et le Vierge, contente de céder à ce prière, l'idylle canchon et de grand-mère à poussière, qui endort d'elle Saint Jésus, tous l'amour. Donc vous voyez ici comment il l'a mise au pinacle, cette grand-mère à poussière, comment on lui a donné une importance capitale, parce que cet ouvrage, les sonnets, c'est le couronnement de sa carrière. Et ça a d'ailleurs été publié à Paris, donc il y a eu un retentissement assez important, et c'est celui-là, cet ouvrage-là, qui est illustré uniquement par Franqueville. Il y a en particulier de très belles gravures, toujours de Franqueville, donc on voit donc la Vierge dorée sous la neige. Et il y a aussi une autre gravure que j'ai découverte il y a très peu de temps, parce qu'elle est, à cause des hasards de l'édition, elle se trouve complètement en dehors du sonnet lui-même, et bien où l'on voit la Vierge dorée, la statue du porche, et en dessous un berceau avec un vent. Donc c'est-à-dire que le peintre, en quelque sorte, il s'est incorporé, il a vraiment compris de l'intérieur ce que disait Édouard David. C'est pas seulement une illustration, il est entré dedans. Maintenant, alors, dans un autre passage de ses souvenirs, David est assez précis quant à l'ascendance de sa mère, née d'Audrelle. Alors cette mère, qui parle Picard, donc, née d'un père négociant qui s'était ruiné dans le commerce du velours. Alors j'avoue que là aussi, il faudrait faire une recherche, parce qu'il dit que son grand-père avait été riche. Il raconte alors que sa mère n'avait pas pu aller à l'école par suite de la précarité de la famille. Et ça, c'est dans un chapitre intitulé « Le Revenant », toujours dans la Revue Septentrionale. Maintenant que nous avons établi que David ne pensait pas précisément à sa propre grand-mère, reste à montrer l'importance que tient dans l'œuvre de David la figure de la grand-mère, ou plus généralement de la vieille femme. Vous savez qu'il a consacré à cette figure pas moins de 3 pièces de théâtre. C'est la trilogie que constituent Chpardon, Grand-mère et Pouche-l'Enfant. Ces petits mélodrames qu'il a écrits en picard à la fin de sa vie mettent en scène une famille qui se déchire et se raccommode grâce à la tendresse d'une mère qui fait le lien entre les générations. On connaît davantage la première pièce qui s'appelle Chpardon parce qu'elle a été inspirée à l'auteur par l'artiste, et non pas la mère, qui avait réalisé le groupe sculpté du même nom, qui était son ami, à savoir le sculpteur Albert Rose. Et nous pouvons admirer une réplique de ce groupe dans la cour du conservatoire rue des Prés. Nous pouvons aussi citer ces figures qui inspirent la pitié, comme Notre-Dame de Lourdes, dans le recueil des Lazars, ou celle de Marie Sacodo. Marie Sacodo,
qui aussi chante pour calmer ses enfants qu'elle doit laisser au logis. Il y a aussi le ramassoir d'escarbilles, qui aussi veut les calmer, mais qui ne peut pas, qui doit ramasser les escarbilles dans la rue le soir. L'attachement à la figure féminine, forte et fragile à la fois, me semble donc caractériser l'écrivain Édouard David, dont la sensibilité est particulière. Ne dirait-on pas aussi qu'il y a quelque chose de doux, de féminin, dans son beau visage si régulier? Donc, vous voyez ici, par exemple, dans la carte postale, la Mielas, très régulier. Nous avons des photos de lui, bien sûr. Bon, cette sensibilité à tout ce qui est fragile l'a amené à célébrer aussi les déshérités, les animaux martyrisés. Mais c'est aux femmes qu'il a accordé toute son attention. D'abord, il faut rappeler que c'est Édouard David qui a créé le personnage de Sandrine, dont tous connaissent la tendresse alliée à l'énergie. On pourrait prouver son intérêt pour tout ce qui est féminin en donnant seulement les titres de ces trois épopées, entre guillemets, que sont Marie-Chrétienne, Ninoche et Maillette. Il n'est pas étonnant que cette sensibilité à l'élément féminin l'ait poussé à composer plusieurs berceuses, et en particulier la tendre Volo grand-mère. Alors, j'ai déjà dit combien l'œuvre a été célébrée au début, dans la première partie du XXe siècle, notamment lorsque Gaston Chandrieux avait fait un discours, etc. Il reste à dire comment s'est faite cette célébration. D'abord, elle a été chantée, la berceuse, lors de la remise à David de la Légion d'honneur et divers anniversaires. Mais il est curieux de constater qu'elle a été assez vite modifiée, infléchie dans un sens nouveau, qui n'était certainement pas ce que voulaient ses auteurs, David et Bulot. Et tous deux avaient d'ailleurs collaboré pour quelques chansons. Et nous avons encore les partitions pour le piano. Il s'agit notamment de la charmante Canchon de Noël, ou de la chanson sur le calipette, c'est la coiffure des femmes, ou Mon Dieu, chez femmes, c'est des lapides, c'est des misérables, bon, les pauvres femmes. Bon. Chanson qui a obtenu au concours des Rosati de Paris de 1895 un second premier prix, et que David avait en plus dédié à Bulot lui-même. Donc la pique, je dis malheureuse, martyre, etc. Mais quelques années après la mort de David, une évolution s'est produite, évoquant d'ailleurs ce qui s'était passé déjà pour le petit Quinquin. La musique, qui était à l'origine seulement un accompagnement de piano, a été harmonisée et elle est devenue un air militaire. Bon, donc, dans un journal de 1936, on évoque le pas redoublé d'Amiens. Et on rappelle la prestation d'un militaire, je pense, Semler-Collery, mars dernier, donc 1935, au cirque, pour le 51e régiment d'infanterie. Voilà. Et c'est cette même musique, harmonisée au vibraphone par Jacques Quézin, qui servira d'indicatif aux émissions de Radio Amiens. Voilà. Il est intéressant aussi de voir qui était ce compositeur, Paul Bulot, donc directeur de l'harmonie municipale et ami d'Édouard David. Il y a eu en effet, entre les deux, une bonne collaboration que nous voyons citer avec les textes même des chansons et aussi avec les partitions. Ce Paul Bulot était par ailleurs une des figures musicales de la ville d'Amiens, car il était chargé, là j'ai découvert, de la critique musicale dans chaque numéro de la revue. Alors là c'est Notre Picardie, la revue Notre Picardie qui est bien antérieure, c'est entre 1905 et 1913. L'autre c'était Picardie tout court. Donc il était le critique musical et à ce titre il nous renseigne sur les goûts et les pratiques des Amiénois de l'époque qui étaient, vous le savez, très friands d'opéra et d'opérette. Voilà. Mais revenons à la forme initiale de la berceuse. Et demandons-nous si on la chante encore aujourd'hui. Après Sérassin, il y eut comme interprète André Natier, puis Georges Gourcol, enfin après. De l'interprétation de Georges Gourcol, on a trace dans un disque intitulé Vieilles chansons picardes, avec arrangement de Jacques Defer et Joël Cadorel. Il y a aussi un groupe de picardisans de Corbie qui s'est emparé de la chanson. Il y a aussi sur YouTube l'interprétation de Philippe Boulefroy. Voilà, j'ai demandé aussi récemment à Marc Monsigny pourquoi il ne chantait plus la berceuse. Il m'a répondu qu'il ne souhaitait pas donner des concerts trop disparates et que Volo grand-mère ne s'intégrait pas forcément à son répertoire habituel. On est donc bien loin de la production lilloise avec ses 158 interprétations du petit Quinquin que l'on peut écouter aujourd'hui. Mais j'aimerais ici que la salle me contredise et que quelqu'un se mette à la chanter tout de suite. C'est un piège. Mais ne rêvons pas. Rappelons-nous plutôt le rêve que faisait en captivité
Les prisonniers qui jouaient en 1941 à Nuremberg la pièce de théâtre que Maurice Crampon avait écrite et qui fut jouée dans son naufrage. On y voyait et entendait Lafleur, Sandrine et Tchoblez, que l'auteur avait imaginé revenu à Amiens après Schlernus, ça veut dire après la tempête, et qui prononce ces paroles, c'est la fin. Lafleur. Tiens, il y a quelque chose que j'aime cette baraque. Chez le Crozet, parce qu'aux y voit le cathédrale. Sandrine. Allons traverser Schlernus sans rien chevoir. Je veux que Dieu le protège comme il protège ses enfants qui ne quittent point leur pays. Lafleur. Nous, pays, sans le. Tintin, douche quand chamberchoir. Or, j'ai la partition qui a servi au camp, avec les indications appropriées pour les divers instruments. Voilà. Et donc, il y a l'indication berceuse numéro 20. Voilà donc les réflexions un peu nostalgiques, je l'avoue, que j'ai pu faire sur la berchoire de David, vos grand-mère, en la replaçant dans l'ensemble de son œuvre. Hier comme aujourd'hui, elle est souvent évoquée, mais furtivement. Comme alors, les paroles manquent, ce qui reste, c'est l'air, une mélodie plaisante et insistante à la fois. Tonalité féminine en demi-teinte que le sensible René Normand avait si bien senti quand il l'a qualifiée, en conclusion de ce beau discours à l'Académie, il l'a qualifiée de si câline. Voilà, c'est fini. Écoutez, donc, alors là, on va écouter. Si ça fonctionne. Alors, j'espère, c'est Natier, vous dites. Là, c'est Natier, oui. Bon. Grand-mère à poussière qui passait ce coin Saint-Caudron, fin d'un que je veille sur ta caveille, fouet doudou, macho boucron, fouet doudou, fouet que un fin d'acheteurs sont pénibles, n'y a plus moyen d'en venir à vous. Il radotait que impossible, il faut trouver le siège surtout. Allons n'amour et fouet point de pogne. Ah, de mer que de bézier veut droger. Dolce bien sépi de pencher de plogne. Comme chez Gland, chez leur des soutures. Blou grand-mère à poussière qui passait ce coin Saint-Caudron, pendant que je veille sur ta caveille, fouet doudou, ma pio gros, fouet doudou, fouet doudou. Ah, tu souhaits pur et tu te chémioches, si tu souhaites dodo jusqu'à demain. Et je pourrais empiéter chez Coche et t'avoir comme si tante maman. Pourquoi vouloir un temps mes luttes contre le sommeil pour nous bicher? Frappe des yeux pichés, je t'intude, comme chez Glogne, chez l'heure des soutures. Blou grand-mère à poussière qui passait ce coin Saint-Caudron, pendant que je veille sur ta caveille, fouet doudou, ma pio boucron, fouet doudou, fouet doudou. Retraite ma boule, ma pio d'ange, le beau moins de
Chez qu'on avons si peu d'erganges, pour mer jouer bien de la barreau. Bien que je tripo des ménages, et assez drusal compliqué. Mais ma petite chérie, tu seras sage, comme chez Gland, chez l'heure des souchés. Blot grand-mère à poussière, qui passait soin saint coton, pas d'un qui se veille, c'est un café, fouet doudou, ma petite moucron, fouet doudou, fouet doudou. Oh, si tu fouais un long et non, à ta réveillé, je promets. Et t'as gâté tout plein de toutes sortes, du chicanerie, ben belle et jouée. Puis des points de tablette et de hélas, t'avoues que t'aimes si bien de port léger. Vite un dernier que je t'embrasse, comme chez Gland, chez l'heure des souchés. Blot mer à poussière, qui passait soin sans coton, pas qui je veille, c'est ta caveille, fouet doudou, macho mouton, fouet doudou, fouet doudou. Il y a quelques petites variantes. Calpasse, qui passe, calpasse, coin Saint-Cotron, alors. Je sais pas, parce que là, c'est aussi dans cette édition-là, quand on dit que plus tardive, hein, 1930 à peu près. Oui, et ça, c'est après la guerre, parce qu'il part allée commerciale 25, donc c'est juste après la guerre, et donc c'est déjà remplacé par qui passe, alors que dans l'origine, c'est calpasse. Il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Et le dernier coup, c'est d'errant. Voilà, pas dernier. Ça, c'est la première. Le dernier, c'est d'errant. Terrain, et non pas le dernier. Voilà. Merci. Où parle-t-on encore picard? Ah ben ça, la question, De manière Olivier. courante, enfin, Ici. pas quotidienne. Oui, non, non. Hormis... À l'université, il y a eu un cours. On a réintroduit un cours. C'est vrai que c'est une réponse. Enfin, il y a la réponse courte et la réponse longue. La réponse longue, on n'a pas vraiment de réponse aujourd'hui parce qu'on n'a pas d'études linguistiques sérieuses qui nous permettraient d'établir la réalité du picard tel qu'il est parlé aujourd'hui, c'est-à-dire dans quelle catégorie sociale, quelle tranche d'âge, quelle zone géographique. Ça, aujourd'hui, nous n'avons pas ce genre d'études qui pourraient être faites, mais qui demandent de l'argent qui n'est pas disponible. Donc on a chacun nos témoignages. Hier dans le train, j'ai entendu des gens pas trop âgés, une quarantaine d'années, quelqu'un qui disait à une dame qui était à côté de lui, se connaissait, m'embête pas avec tes viaiseries. Ah oui. Voilà. Alors la phrase était en français, mais viaiseries, Oui, mais... c'est du picard. Au mot à mot qui arrive dans une phrase en français, c'est ça. Oui, ça, c'est pas la ça phrase se dit entière, encore c'est des Ça, citations. chez tout un chacun plus ou moins... Il y a des bouts. Voilà, alors après, c'est à partir de quand, et ça je crois que le professeur Éloi derrière pourrait répondre, à partir de quand parle-t-on picard? À partir de quand parle-t-on picard? Une phrase complète. L'état naturel du Picard, Mort. c'est d'être... Non, loin d'être mort. Loin d'être mort. Mieux. Mais c'est de dire mélangé avec du français. Ouais. Oui, ben voilà. Et certainement depuis au moins 2 siècles. Ah, même. Hein, c'est l'état naturel de cette langue.
Aujourd'hui, les militants, les littéraires, chez Canteux, chez Théâtreux, tout ça, ils font du picard cohérent. Hein, ils construisent une belle langue. Mais à l'état naturel, le picard et le français, ils se mélangent. Voilà. Et alors, résultat, c'est que si vous cherchez du picard dans la cité, comme ça, dans la vie, vous n'entendez jamais des phrases, enfin jamais, ou presque jamais, des phrases complètement cohérentes. Mais il y a des mots, comme ça, le mot de Mais- marronne, pantalon. Mais par contre, du picard, il y en a partout. Laisse marronne. Si vous ne le cherchez pas, il y en a partout. Si vous le cherchez, vous ne le trouvez pas. Hein, c'est à peu près ce qui se passe. Monique, j'ai découvert un mot, Cavel, je crois que ça voulait dire sommeil, mais... Ah non, c'est non, non, l'oreiller, non, non, c'est capoute la tête, et l'oreiller, on met c'est l'oreiller où l'oreiller. on met sa tête. Je pense que c'est ça. Je C'est superburais tout le temps, alors Cavé, merci. c'est cavé aussi. Cavé. J'ardo ma cavé, je dois à nouveau dormir. Cavé, cavel. Ah oui, mais oreiller. Oreiller, oui, Oui, oui. c'est ça. Cavé, c'est L'endroit où on pose oreiller, la tête, cavel, pareil, c'est de Ah oui, l'oreiller. moi, on pose la tête. Je dis Sommeil. l'expression, j'ardo ma cavé, je dois à nouveau dormir. Et cavé, ça signifie l'oreiller. Ah, Je dois me remettre dans mon oreiller. Ce qui est marrant aussi, c'est que dans les images courantes qui forment notre langage, on parle aujourd'hui du marchand de sable, Oui. et c'est la même image que grand-mère à poussière. Ah Hein. oui. Un Soisse, un coton, il y a de la poussière qui tombe, qui fait fermer les yeux des enfants. Bon. Mais le marchand de sable a vraiment supplanté la poussière, quoi. Oui. Et tout ça grâce à l'aspirateur électrique, probablement. Je ne sais pas, dans une tradition orientale, je ne sais pas. Une tradition plus orientale. Et c'est vrai que le grand-mère à poussière, en fait, c'est français. Si on voulait faire un picardisme ou un hyper-picardisme, on dirait taillonne à porrette, quoi. Taillonne, voilà, à Porrette, voilà. Taillonne à Dit Gaston porrette, Vasseur. hein. Ou à fouette. Hein. Les fouettes, ce sont des miettes. Hein, Ah oui, les morceaux. fouettes. Oui. Oui, bah, le vocabulaire de David, il est évidemment difficile, parce qu'il y a beaucoup de mots qu'on ne trouve pas dans les dictionnaires. Hein. Et lui-même, d'ailleurs, j'ai lu que son vocabulaire avait changé quand il a travaillé beaucoup avec Charles Lamy et qu'ils ont réalisé leur dictionnaire. À ce moment-là, il a pris connaissance de tas de mots, etc., qu'il a incorporés dans ses poèmes. Et donc, on pourrait aujourd'hui dire que c'est un picard faux, parce que, bon, enfin, ça, c'est une querelle dans laquelle je n'entre pas, mais je comprends que certains aient pu le penser. Parce qu'il y a des expressions très poétiques, mais tous les poètes aussi, à ce moment-là, font des néologismes. Ouais, mais c'est le propre de ces écrivains du 19e siècle. Je m'en suis aperçu aux étudiants de créer leur langue. Hein. C'est ça. Tout ça. Hein. De début du 19e siècle, on se rend compte que les auteurs ont des mots de vocabulaire que normalement ils ne devraient pas connaître. C'est-à-dire qu'ils utilisent des dictionnaires qui sont à leur disposition. Oui. Écart, Voilà. le dictionnaire de l'abbé Corblé. voilà, tout ça on retrouve, et Bien on sait sûr. que les auteurs utilisaient des dictionnaires et qu'ils enrichissaient leur Voilà, vocabulaire, ils enrichissaient. et qu'il y a un lien très fort entre le dictionnaire et la création littéraire. Et Écart, c'est très tôt quand même, hein, 1831. Écart, c'est très tôt, exactement. Et on retrouve Écart est cité rapidement. D'où l'importance du dictionnaire. Mais alors, avec les travaux de Dawson, Oui, oui. oui, donc il y a une base scientifique. Ah oui, bien sûr, oui, c'est une base scientifique. Voilà. En tout cas, là, on peut trouver, je pense, encore ces ouvrages-là. Bon, il y en a un sur la fleur aussi, la fleur aujourd'hui. Il y en a deux seulement, bon, et la collection mots s'est éteinte. Que ce soit pour De Rousseau ou pour David, on voit que la place prépondérante des femmes, et en particulier qui sont liées souvent à des métiers de filature, etc., qui est dans une population ouvrière, et on sent quand même, je ne sais pas si je l'ai ressenti, ou en tout cas moi dans la conférence, que cette féminisation dont vous parliez, c'est une sensibilité féministe en devenir qui va s'exprimer par la suite, et moi je trouve ça très beau d'ailleurs dans son expression. Pourtant ça vient quand même du monde ouvrier, quoi. Oui, mais il y a aussi les animaux, par exemple. Il y a la complainte des lapins. Les lapins qui sont désespérés de devoir servir. Donc il y a des ânes aussi, enfin misérables, donc des êtres faibles aussi, qui sont croqués avec tendresse. Justement dans le recueil qui s'appelle Chez Lazare, c'est-à-dire les misérables, chez Lazare. Donc ils sont mis après, ça n'a rien à voir avec les anti-images.
C'est-à-dire, oui, il y a la sensibilité féminine, effectivement, hein, bon. Et puis en même temps, il n'y a pas de drap de rechange à la maison, hein, donc c'est la misère, et donc le Picard est forcément associé aux classes populaires pauvres, des villes et de l'industrie. C'est-à-dire que le Picard n'est pas une langue paysanne principalement. Ah oui, mais dans le tripé, le tripé, où j'ai découvert, je trouve ça merveilleux, c'est la mort du cochon. Alors là, il y a une sensibilité extraordinaire. Ouais. Ça se passe à Blangy, c'est étonnant, parce qu'à la fin, on chante le dies irae, enfin c'est étonnant, tout pour le cochon. Donc là, quand même, il y a assez peu la campagne, plutôt la ville. Oui, c'est ça, il y a les deux, mais pour d'autres langues régionales, c'est uniquement l'imaginaire paysan qui domine. Oui. Et nous, dans le cas du Picard, on est dans une langue ouvrière au moins autant que paysanne. Oui, mais alors quant au succès des gens, Mistral, le Midi, etc., on a dit que David, c'était le Mistral du Nord. Bon. Mais en fait, il n'a pas eu la chance de Mistral et compagnie, parce que tout simplement, oui, des Rousseau non plus, parce que ces gens-là avaient des relais à Paris. Il faut bien savoir que Mistral, etc., Écart et tout ça, Écart était l'Académie française. Donc ils avaient des relais à Paris. Donc on n'avait pas, nous, alors qu'on était plus près de Paris, mais on n'avait pas ces relais. Oui, Mistral a eu vraiment des ambassadeurs. Et oui, au niveau les national, Daudet, hein. Alphonse Daudet. Charles Naudier, Ben par oui, exemple, qui portait... Ah oui, Daudier a porté absolument. Mistral. Hein. Oui. Et ça peut expliquer peut-être le prix Nobel en 1902 ou 1904. On n'a pas eu cette chance. Et pourtant, ils s'entendaient bien avec les Rossetti, avec le Choleux, Jean Hoth, etc., ceux qui travaillaient sur les Rossetti de Paris, le concours de Paris. Ils ont plusieurs fois proposé et eu des succès. Bon, mais c'était pas la même chose. Moi, je crois que la revue septentrionale le mot septentrional est à lire en réaction à méridional. Oui, oui, tout à fait. Justement, face au succès de Mistral et des écrivains provençaux, méridionaux. Alors pour l'histoire de la grand-mère, peut-être je ne suis toujours pas éclaircie, avait-il une grand-mère ou pas, et j'ai cru, avant-hier, j'ai cru que j'avais trouvé la solution, parce qu'il y a un poème de David qui s'appelle Le rêve, Schreuve, bon, et il dit ma grand-mère, etc. Oui, mais finalement, il se met en scène, mais c'est pas lui. Bon, même s'il est l'auteur du poème qui met en scène une grand-mère, c'est pas lui. Donc je pense que je ne suis toujours pas trouvé. Je ne sais pas. Pourquoi certains ont dit qu'il avait sa grand-mère, et voilà. C'est romantique. Oui. Oui, grand-mère, ça s'utilise beaucoup. Hein. Je veux dire, ça peut arriver que dans un couple de 40 ans, Oui. l'un dit de l'autre, grand-mère, tu viens. Oui, c'est ça, oui. C'est au sens large, vraiment. Oui. Il n'y a pas besoin d'être vraiment grand-mère. Oui, absolument, oui, c'est une question d'âge, oui. C'est une question de génération, la grand-mère, oui, c'est la vieille. On devrait pas dire ça. La veille de la fête des mères, c'est bien la profanation. Dans ma famille, grand-mère disait mon-mère. On dit Mon-mère. mes mères. Mes mères, bien sûr, mais mon-mère. Mon mère, ah oui. Je ne sais pas d'où ça vient. Oui, c'est bien aussi ça. La mère de maman. La mère de maman, voilà. C'est drôle, je suis jaloux. Donc il n'y a plus de questions. Bon, alors là, je prends ma casquette de membre du conseil d'administration des Cabotans. Donc on vous convie, donc en bas, à partager le verre de l'amitié. Donc voilà. Et je remercie. Voilà, on remercie encore Monique. C'est remarquable. Et c'est vrai que... Ah ben, c'est par... enfin, on va faire une histoire, mais ce n'est pas naturel. Ce n'est pas naturel, et c'est la fidélité à mon mari. Et à mon beau-père. Ça s'explique par des liens de famille. Et qui explique aussi que j'ai toutes sortes de documents. En quelque sorte, j'ai abandonné le latin, alors ça m'abuse parce qu'il y a dans la salle quelqu'un qui est une amiénoise, prof de latin à Lyon, qui elle n'a pas abandonné le latin, mais moi j'ai abandonné le latin par amour de Picard. Voilà. Quel honneur.